Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Donc c'est parti pour Sergio Leone. J'imagine enfin, parce que je voudrais d'abord remercier Saber Rassim, je pense, qui laisse tout le temps des super commentaires sur la chaîne. On n'est vraiment pas nombreux. Et tu m'avais demandé de faire un spécial sur Sergio Leone, donc c'est ça que je fais maintenant. C'est certain que Sergio Leone, c'est sûr que c'est aussi un de mes réalisateurs préférés, très très clairement. Il n'y a pas une grosse filmographie, mais la plupart de ses films, je les remets toujours. Parce que moi, à Noël, j'ai la tradition, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais à Noël, j'ai la tradition de faire, pendant les vacances, on fait tourner ici des vieux films, les retours vers le futur, plein de choses, des films français, des films de toutes les nationalités dans le fond, mais qui sont pour nous des classiques des années 80, 60, 70, 90 même, début 2000. Et c'est ça, et Sergio Leone, on met toujours ces films-là. Donc bon, c'est certain que sur la chaîne on n'est pas super nombreux. Je pense que si on habitait tous dans le même pays, je pourrais inviter tout le monde ici une soirée et on parlerait cinéma et ce serait cool. Mais, mais quand même, c'est pas grave. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est le spécial Sergio Leone. Donc c'est ça, il y a beaucoup de choses que je savais, mais j'ai appris pas mal de choses aussi sur Sergio Leone, qui malheureusement, malheureusement, je sais pas, mais ça se rapproche un petit peu de Quentin Tarantino et de Luc Besson. C'est pas une personne. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est un écureuil. Je pensais que c'était un chien bizarre. Donc, c'était pas une personne. Vraiment, parenthèse fermée. C'est pas une personne qui était. Comment je dirais ça? C'était pas une très bonne personne, on va dire, voilà, quelque part, hein. Sur les tournages, ça a été difficile. J'ai quelques anecdotes à son sujet qui sont pas terribles dans le milieu. Et c'est un petit peu la même chose que Tarantino et la même chose que Luc Besson. Mais néanmoins, ces gens-là que je viens de citer, dont Sergio Leone, sont quand même des grands révolutionnaires dans le monde du cinéma qui ont apporté quelque chose de plus. Ce sont des grands artistes qui ont été reconnus par leur père et qui ont inventé un cinéma de genre, littéralement. Je veux dire, Tarantino, ça reste Tarantino. Luc Besson, si tu as regardé la vidéo, je pense que c'est sur les études en cinéma. Je parle d'ailleurs de Tarantino et de Luc Besson. Ils ont, disons, leur manière de filmer. Même s'ils n'ont pas fait que des bons films, mais il y a certains de leurs films qui sont quand même des grands classiques. Et Sergio Leone fait partie de ces gens-là. Donc on va voir ça en détail. Donc la carrière de Sergio Leone, je ne sais pas trop comment faire ça. Oui, ok, on va commencer par Sergio Leone en tant que tel, parce que, en tout cas, c'est ça. Sergio Leone, avant tout, il a percé dans le milieu du cinéma italien parce que Cinecittà, si tu connais, qui est le gros endroit où on tournait, je pense que ça existe encore, mais on tournait à l'époque des grands films, c'était un gros studio de cinéma, à air ouverte, etc. Donc c'était le fils d'un acteur qui s'appelait Roberto Roberti, mais en fait c'était un nom d'emprunt parce qu'il s'appelait Vincenzo Leone et qui était un des plus grands réalisateurs italiens. En fait, c'est un des fondateurs même du cinéma italien, vu qu'il avait commencé comme réalisateur par un court-métrage en 1912, donc c'est pas d'hier. Et c'était vraiment un des plus grands réalisateurs dans l'histoire du cinéma italien. Il est très très connu là-bas. Et Edwige Valcarenghi, mais qui avait pris comme nom Brice Valerian, comme nom d'actrice, c'était sa mère, donc fils d'un réalisateur et d'une actrice. Donc très rapidement, c'est sûr que lui, il a tout le temps baigné dans le milieu du cinéma. Il a fini ses études secondaires, machin, de lycée, en tout cas, peu importe comment ça fonctionne en Italie à l'âge de 18 ans. Et il est parti tout de suite dans le milieu du cinéma, vu que de toute façon son père était quand même, et sa mère était très connue dans le milieu. Et il a commencé comme assistant réalisateur en 1946. Et il a été assistant réalisateur quand même pendant un très grand nombre d'années. Je vais citer notamment, il a fait énormément de films, c'est assez hallucinant. C'est sûr qu'il a beaucoup appris sur le milieu du cinéma et sur les techniques cinématographiques en étant assistant réalisateur, hein, et quoi de mieux.
Et je vais citer par exemple Ben-Hur. Il était assistant réalisateur sur Ben-Hur. Je sais qu'il avait participé aussi sur Le voleur de bicyclette, qui est quand même un grand classique du cinéma italien. Si tu l'as pas vu, il faudrait que tu le vois. Donc je sais même pas s'il n'y avait pas un petit rôle là-dessus à un moment donné. Bref, quand même des grands films. Et il a commencé après sa carrière en fait avec véritablement avec Les Derniers Jours de Pompéi en 1959, parce qu'il faut te dire qu'à l'époque, Cinecittà était beaucoup tourné vers les péplums. C'était la grande mode des péplums, ils faisaient des gros péplums, il y en a beaucoup qui sont connus, c'était italien pour la plupart, il y a eu des Américains, mais c'était italien à la base. Donc, gros trucs comme Ben-Hur, je disais, machin légendaire, etc. Et donc, il avait commencé avec Les Derniers Jours de Pompéi, mais en fait, ça s'est quand même assez mal passé avec la production, et c'est pas bien entendu, ça fonctionnait pas. Donc finalement, quand tu vas voir sur Wikipédia, pas Wikipédia, mais sur IMDb, tu vas te rendre compte que c'est Mario Bernard qui est le réalisateur de ce film-là, parce qu'il a repris le film de Sergio Leone qui en fait il a laissé tomber. Donc ça s'est fini pas mal là. Et finalement, son premier vrai film dans sa filmographie, c'est Le Colosse de Rhodes, qui est encore un péplum, en 1961. Donc ça, c'est le premier vrai film. Ça n'a rien à voir avec le western spaghetti sur lequel on va revenir plus en détail après. Son premier vrai film, Le Colosse de Rhodes, un péplum qui est pas... C'est un péplum. Pour l'époque, ça a été super acclamé par la critique et le public parce que les gens avaient l'habitude d'aller voir ce genre de film. C'est ça qu'ils voulaient aller voir, des films hyper épiques qui duraient je sais pas combien de temps. C'est toujours long les péplums, 3-4 heures. Et donc ça, c'était sa première vraie réalisation. Et là-dessus, on va arriver à sa filmographie sur le western spaghetti, sur quoi je vais revenir vraiment en détail maintenant. Donc sa filmographie, réellement, ben, c'est sûr que tu peux regarder Le Colosse de Rhodes, mais Sergio Leone est quand même vraiment connu pour le western spaghetti. Donc il a commencé véritablement sa carrière, en tout cas dans le western spaghetti, en 1964, avec Pour une poignée de dollars. Le western spaghetti, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas lui qui l'a inventé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est lui qui l'a réarrangé en fait. Parce que le western spaghetti, qui portait déjà son nom d'avant, c'était les films de western américains, John Wayne et compagnie, très classiques et assez ennuyeux. Bien qu'il y ait certains films de John Wayne qui soient des grands classiques, là, qu'il avait fait avec Howard Hughes, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises, non, c'était pas Howard Hughes, en tout cas. Je me souviens plus, mais Robert Ford, je pense, c'est ça. Donc, c'est pas Robert, ouais. Ah, je me souviens plus. Ford, en tout cas, c'est sûr. Qui avait fait des grands westerns avec John Wayne, où c'était le gars qui avait inventé les longs plans, puis les plans moyens, etc. Notamment dans le cadre de la porte et des ombrages, ce genre de choses-là. Donc lui, il a repris le western spaghetti et il a décidé de complètement le modifier. Terme d'ailleurs que Sergio Leone détestait pour mourir. Il voulait... Non, ça c'était un terme qu'il n'aimait pas du tout. Mais peu importe, hein, des fois c'est pas toi qui choisis. C'était appelé comme ça, c'est appelé comme ça. Et il l'a modifié avec des choses qui sont uniquement des éléments cinématographiques qui sont entièrement propres à Sergio Leone, uniquement à Sergio Leone. C'est-à-dire un western avec des plans très rapprochés qui sont suivis par des plans qui sont très éloignés du sujet de la caméra. Ça, c'est lui qui a littéralement inventé ça. Des longues scènes où il n'y a absolument aucun dialogue, mais uniquement de la musique. Parce que la musique, pour lui, était excessivement importante dans les films. C'était elle-même un acteur de la trame, donc c'est ça. Et des dialogues, évidemment, qui étaient percutants. Lui, il disait que ces films étaient principalement silencieux et que les dialogues n'étaient là que pour amener un petit peu de saveur au reste de la trame du film. C'était juste là pour étayer le film, mais qu'en gros, lui, il faisait des films silencieux. Donc on voit tout de suite qu'il y a une nouvelle approche. Et évidemment, ça a été un grand amateur du Mexican standoff. Donc ça, c'est trois gars qui se font face, qui sont prêts à se tirer dessus, qui a été largement repris par Tarantino notamment.
Donc c'est ça. Il est parti dans le western spaghetti avec Pour une poignée de dollars. Alors, pour parler de Pour une poignée de dollars en 1964, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. D'abord, ce film-là, c'est un film majeur de l'histoire du cinéma pour plein de raisons. Première raison, ça a permis à deux personnes quand même très très connues, Ennio Morricone et Clint Eastwood, d'avoir une carrière au cinéma. Ennio Morricone, je vais me centraliser plus sur lui pour commencer. Ennio Morricone, évidemment, tout le monde connaît, c'est un très grand compositeur de musique. Il a composé, je ne sais pas combien de musiques, de films américains et autres, même français, je pense. Donc c'est monumental. Mais Ennio Morricone, à la base, c'était un ami d'école de Sergio Leone. Et quand Sergio Leone, de vraiment l'école, le lycée et tout ça, quoi. Quand Sergio Leone a fait Pour une poignée de dollars, il a tout de suite pensé à Ennio Morricone et il a dit ok, je veux que tu composes la musique de mon film. Il faut savoir que toujours pour parler d'Ennio Morricone, la particularité que Sergio Leone avait avec Ennio Morricone, qui est quand même assez originale, c'est qu'il demandait à Ennio Morricone, qui a composé toutes les musiques de ses films à partir de Pour une poignée de dollars, de composer la musique avant même d'avoir tourné le film, avant même qu'il y ait eu de la photographie, ce qu'on appelle la direction de photographie sur le film. Parce qu'il voulait que durant le tournage des scènes de ces films, en fait, comment dire, il mettait la musique en fond sonore pour que les acteurs entendent la musique pendant qu'ils jouaient leur scène, qui, comme tu le sais, sont redoublés, ils se redoublent eux-mêmes après en post-prod. Donc, on voit tout de suite qu'il y avait un rapport complètement différent du cinéma qu'il pouvait y avoir avec les réalisateurs de l'époque qui étaient bien plus, comment dire, ils suivaient le cahier des charges et c'était comme ça, et ça fonctionnait de cette manière-là. Donc, ça, c'était Ennio Morricone qui a commencé quand même, c'est pas n'importe qui, sa carrière grâce à Pour une poignée de dollars. Et je vais revenir évidemment sur Clint Eastwood. Alors, Clint Eastwood, c'est très particulier aussi. Je vais faire une parenthèse, on va arrêter Sergio Leone tout de suite, puis je vais faire une parenthèse sur Clint Eastwood, bien que ce soit quand même imbriqué l'un dans l'autre. Clint Eastwood, lui, il a voulu commencer sa carrière véritablement d'acteur. Bon, c'est le fils de personnes, de personnes, de gens, mais je veux dire pas de gens connus dans le milieu du cinéma du tout. Puis il a commencé sa carrière en 1955, mais en fait, à partir de 1955, aux États-Unis, très honnêtement, il végétait beaucoup dans des petits rôles. C'était un acteur de télévision principalement et pas de cinéma. Et il se passait pas grand chose en fait. C'était toujours des rôles qui étaient même pas crédités. Donc c'était le gars en arrière. Il donnait deux trois répliques et puis c'était à peu près tout. Donc il essayait vainement dans sa petite barque de percer dans le milieu du cinéma. Ça ne fonctionnait pas. Et finalement, il a eu un rôle en 1959. Il a participé à une série de westerns qui s'appelait Rawhide, tu peux trouver sur IMDb. C'est le premier grand rôle qu'il a eu, qui n'était pas le premier rôle de la série, c'était un deuxième ou troisième rôle, qui finalement est devenu, après 7-8 saisons, parce que ça s'est étalé de 59 à 65, qui est devenu un des premiers rôles, je pense, dans la dernière saison, parce que l'acteur principal était parti pour X raisons. Donc, c'est ça, le gars, il ramait. Et en fait, en 1964, ça c'est assez intéressant aussi, son agent l'a approché et lui a dit voilà, il y aura un rôle pour toi dans un western italien à Cinecittà, donc pas du tout américain, hein, on s'entend. Est-ce que tu voudrais prendre le rôle? Parce que Sergio Leone, on va revenir à lui, ses acteurs favoris de l'époque, c'était Henry Fonda et Charles Bronson. Et il a voulu avoir Henry Fonda, il n'a pas pu l'avoir, Charles Bronson, il n'a pas pu l'avoir. Finalement, il avait approché James Coburn, qui est aussi un des grands acteurs de l'époque, qui lui a dit ok, je vais faire ton film pour 25 000 $, mais c'était trop cher parce que Sergio Leone à l'époque avait quand même pas de moyens pour faire ce film-là, pour une poignée de dollars, donc il a refusé. Et Clint Eastwood, son agent, a dit ok, t'aurais donc la possibilité d'aller tourner dans ce film-là qui est italien, un western italien, mais je te le déconseille pour ta carrière, ça va mal se passer. Et en fait, en italien, c'est Malpasso, que c'était comme plus ou moins traduit, quelque chose du genre. Et anecdote quand même à noter, Clint Eastwood, sa maison de production s'appelle à l'heure actuelle Malpasso Company, à cause de ça. Parce qu'il a décidé de ne pas d'écouter son agent et d'aller tourner pour une poignée de dollars pour un cachet de 15 000 $. Donc, c'est comme ça.
que a commencé la carrière de Clint Eastwood. Ceci étant dit, les 3 films qui ont été faits pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, 64, 65 et 66, ont été démontés par la critique et adorés par le public en Italie et en Europe, mais ils n'étaient pas visibles aux États-Unis parce que les États-Unis étaient un marché qui était fermé. Eux, ils ne regardaient pas vraiment, à part, comme je disais, Sergio Leone ou certaines personnes comme ça qui étaient dans le milieu du cinéma. Les gens, n'importe qui, ne voyaient pas ces films-là. Ils n'étaient pas exportés aux États-Unis. Donc, ils n'ont été exportés qu'en 1967, où ils ont été redoublés. Et d'ailleurs, Clint Eastwood s'est redoublé lui-même dans ces films-là. Et c'est là que la carrière de Clint Eastwood a démarré en 1967 et qui a commencé une carrière fulgurante. En quelques mois, le gars avait 37 ans à l'époque, et en quelques mois, il est passé du gars qui faisait 3 répliques et qui avait un deuxième, troisième rôle dans une série télé, à l'acteur triple A qu'on voit partout et qui a même fait sa première réalisation Play Misty for Me en 1971. Donc le gars il est devenu hyper important sur la planète Hollywood grâce à ces 3 films-là. Et Sergio Leone, lui aussi, évidemment, sa carrière a pris un gros boom, même si lui, il était quand même déjà très très connu en Italie là, et en Europe, mais il a pris un gros boom au niveau international, et surtout américain, hein, naturellement. Petite dernière chose à dire sur ce sujet-là, 2 choses. La première, c'est que tous ces Italiens-là, la plupart, ont changé leur nom pour avoir des noms qui sonnaient plus américains. C'était très, très. Pour eux, c'était très. Je sais pas, ils se disaient que ça leur offrirait plus d'opportunités au niveau de leur carrière cinématographique, peut-être, et le rêve américain, etc. Bon, du cinéma. Donc, Sergio Leone ne manque pas à l'appel, et pour une poignée de dollars, en fait, il avait pris le pseudonyme de Bob Robertson, parce qu'il trouvait ça plus américain. Je vais citer de plein de gars dans ce genre-là. Il y a Terence Hill, Bud Spencer, qui ne s'appelle absolument pas Terence Hill ou Bud Spencer, mais qui ont des noms bien italiens et qui avaient décidé de changer pour que ça sonne plus américain. Donc, c'est ça, c'est très dans ce genre-là. Et c'est pour ça que Sergio Leone voulait absolument, pour son premier western spaghetti, un acteur américain. Même si les autres étaient italiens ou d'autres origines, il voulait toujours un premier acteur américain, et il avait eu Clint Eastwood. Dernière anecdote, mais qui est quand même importante, si tu as regardé le cinéma japonais, quand je parlais d'Akira Kurosawa, plus particulièrement Yojimbo, le garde du corps, comme quoi pour une poignée de dollars avait été un remake non autorisé, plan par plan, le scénario au complet de ce film-là est une vérité, mais j'ai trouvé plus d'informations à ce sujet-là, et en fait Toho Company, donc, dont je parlais dans le cinéma japonais, a poursuivi ça je ne le savais pas, mais a poursuivi la production de Sergio Leone qui l'avait à l'époque. Et je pense que c'était pas sa maison de prod, parce qu'après il a eu une maison de prod aussi qu'il a appelée Rafran, parce que ses 2 filles s'appellent Raffaella et Francesca. Ça, c'est encore une autre anecdote. Rafran Production, ça explique pourquoi. Et donc, la compagnie Toho a poursuivi la maison de prod, ils ont gagné, et la maison de prod de Sergio Leone, qui a fait pour une poignée de dollars, s'est excusée, a versé 100 000 dollars à Akira Kurosawa, plus 15% de tous les revenus sur les revenus du box-office. Pardon. Donc, c'est ça. Donc ça, c'était pour une poignée de dollars. Parler du film succinctement, évidemment, c'est un grand classique, et c'est l'introduction de L'Homme sans nom, évidemment, la trilogie qu'on appelle de L'Homme sans nom, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, où ce sont des personnages différents, mais qui reprennent c'est un peu le même personnage, mais dans des histoires différentes. À savoir aussi, dernière anecdote, le poncho de Clint Eastwood n'a jamais été lavé. Donc il le portait tout le temps, puis il n'a jamais été lavé. Et ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était ses bottes et son chapeau et sa ceinture. Je ne sais plus exactement, tu pourras sûrement le retrouver sur internet. Clint Eastwood les a gardés et les a réutilisés dans plusieurs de ses films, dont notamment Unforgiven en 1992, je pense dans Hang Them High en 1968. Il a repris ça, il les a gardés, et c'est ça, il utilisait ces mêmes vêtements ou costumes pour ses films de western. En 1968, on avait demandé à Sergio Leone, parce que là,
comme je le disais tout à l'heure. 67, la trilogie de L'Homme sans nom est connue aux États-Unis. C'est la grande percée pour Ennio Morricone, pour Clint Eastwood, pour Sergio Leone. Dans le milieu d'Hollywood, toutes les portes sont ouvertes. Donc là, on a approché Sergio Leone et on lui a demandé de réaliser Hang Them High, dont je parlais tout à l'heure, en 68, mais il a refusé pour faire Il était une fois dans l'Ouest, aussi en 68, avec Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinal, dans ce film-là, qui est un film majeur de sa filmographie et qu'il a peu apprécié parce que la maison de production américaine, encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais dans le cinéma japonais. Lui n'était pas habitué, la maison de production américaine a mis un petit peu son grain de sel dans la manière de filmer, la manière de tourner, et a décidé au montage de faire de monter ça un petit peu différemment. Donc lui était vraiment pas content, il n'était pas heureux du tout avec ça. Mais bref, ça a été ce film-là qui est quand même un film majeur. Moi je trouve, ça reste quand même du western spaghetti. On retrouve tous les éléments de l'univers de Sergio Leone à l'intérieur, avec des dialogues qui sont, qui sont pour moi des classiques. Là. Il y a des dialogues que je connais par cœur dans sa filmographie. En 71, il a réalisé Giù la testa en italien. Il était une fois la Révolution, l'a traduit, mais lui fait pas partie de Il était une fois. Lui, ça reste encore, c'est parti italien, il n'est pas américaine. Avec James Coburn et Rod Steiger, ça fait partie, ça parle de la révolution au Mexique et par rapport à Il était une fois l'Amérique, Il était une fois dans l'Ouest où on reprend une même thématique, là c'est un petit peu différent. Ce film-là, c'est une anecdote personnelle, mais c'est quand même cool de le dire. Ce film-là, en fait, il a été super mal reçu par la critique et le public et il est devenu connu par la suite, notamment par le public, mais à l'époque ça n'a pas fonctionné. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais un voisin français qui était propriétaire d'un cinéma et qui en fait était dans la production avant et qui avait produit plusieurs films italiens et américains et qui avait produit ce film-là. Et à cause d'avoir produit ce film-là, ça l'avait mis, mon Dieu, sans argent, quoi. Il a perdu tout son argent dans ce film-là. Et c'est comme ça qu'il a acheté un cinéma puis qu'il est devenu juste propriétaire d'un cinéma. C'était Monsieur Innocenti. Donc, c'était un de mes voisins quand j'étais jeune. Donc c'est cool, mais bon. C'est ça, ce film-là, c'est quand même pas super bien passé. En 1984, il a fait Il était une fois en Amérique. Alors, Il était une fois en Amérique, c'est un projet de longue haleine. Il a travaillé pendant 10 ans sur la nouvelle, qui était une nouvelle de gangsters, en fait, qui vivaient dans les années 30, pour faire Il était une fois en Amérique. Il faut savoir, quand même, fait important, qu'une des plus grosses maisons de production aux États-Unis l'a approché pour réaliser Le Parrain en 1972, qu'il a refusé parce qu'il était sur le projet de Il était une fois en Amérique, qui lui tenait vraiment à cœur. Donc, Il était une fois en Amérique, oui, il n'y a rien à dire là-dessus. Là, c'est un très grand film, c'est une belle épopée. C'est vraiment juste évident. Et puis, son dernier film qu'il devait faire, mais qu'il n'a pas fait parce que Sergio Leone est mort en 1989 d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Ça s'appelait, en fait, il avait le livre de Harrison Salisbury, The 900 Days, The Siege of Leningrad. Ça lui avait beaucoup plu. Et il avait commencé à approcher, à essayer de faire ce film-là. Il n'avait pas écrit de script, il avait juste écrit une scène d'ouverture et très basiquement, succinctement la trame. Donc il n'y avait pas de scénario. Il avait approché, ça c'est toute l'histoire de ce film-là qu'il voulait faire. Il avait approché des banquiers indépendants et il avait réussi à réunir la somme de 100 millions de dollars, qui est quand même assez énorme pour l'époque. Il s'était mis en collaboration avec une maison de production soviétique. Il avait approché Robert De Niro pour tenir le rôle principal. Ennio Morricone était déjà en train d'essayer de composer de la musique. Et 2 jours avant de signer le contrat pour s'engager dans le tournage de ce film-là, il est décédé d'une crise cardiaque. Donc ce film-là, on ne le verra jamais. En 1980,
Il avait été, c'est tout genre d'anecdote, mais c'est quand même intéressant. En 1980, il avait été approché pour réaliser Flash Gordon, qu'il a refusé parce qu'il trouvait que le script ne correspondait pas du tout au comic book. Autre chose aussi, ça c'est plus, bon, pas très cool, on va dire. Un acteur qui s'appelle Al Murlock, que tu connais sûrement, tu connais c'est sûr si tu es fan de Sergio Leone. C'est le gars dans Le Bon, la Brute et le Truand euh, qui part le truand et qui perd. C'est une des scènes d'ouverture, il traverse la fenêtre et tout ça. Là. Et finalement, il lui tire dessus à ce gars-là, puis ce gars-là perd l'usage de sa main droite. Et il revient au milieu du film ou vers la fin du film quand l'autre est dans son bain. Et il lui dit qu'il s'est entraîné pendant je sais pas combien d'années à tirer à la main gauche pour le retrouver. Puis finalement, l'autre, il lui dit quand on tire sur quelqu'un, on raconte pas sa vie. Et il tue. C'est complètement inutile. Donc ce gars-là, en fait, anecdote, c'était la partie rigolote, mais là c'est moins drôle. Pendant le tournage de Il était une fois dans l'Ouest, il devait avoir un rôle quand même assez important là-dedans. Fait à noter, dans Il était une fois dans l'Ouest, qui est quand même intéressant, c'est une des scènes d'ouverture, des gars qui attendent le train quand l'autre, l'harmonica, il débarque et qui se font buter. Ces gars-là, en fait, ça devait être à la base Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach, qui sont les trois personnages principaux de Il était une fois dans l'Ouest, et qui ont refusé parce qu'ils ont dit non, non, on ne veut pas être juste des gars qui meurent comme ça. Mais ça aurait été super intéressant parce que lui, il voulait, Sergio Leone, faire une sorte de, comment je pourrais dire, voyons, de référence à sa propre filmographie en mettant ces personnages-là importants qui meurent et que c'est Charles Bronson qui les tue en sortant du train. Donc c'était cool, mais bon, bref, c'était Al Murlock qui devait faire partie de ces gars-là, qui faisait partie de ces gars-là. Et finalement, pendant le tournage en Espagne, il a sauté du building, il s'est suicidé. Et la première réaction de Sergio Leone, dont on voit que c'est vraiment pas une bonne personne, alors que des membres de la production amenaient ce monsieur-là à l'hôpital qui était encore en vie, lui a demandé aux gens expressément de récupérer le costume parce que c'était pour lui une de ses priorités. Quand on voit que ça, c'est pas... Moi, j'aime pas trop, honnêtement. Pas terrible. Comme attitude. Il a eu des gros problèmes avec Sergio Donati parce que Sergio Donati, qui est quand même un grand scénariste italien, n'a pas été crédité pour Le Bon, la Brute et le Truand, donc il n'a pas reçu d'argent pour ça, alors qu'il a quand même coécrit le scénario, et pour un très grand film que j'ai pas cité parce que Sergio Leone n'a pas été que réalisateur, il a été aussi scénariste. Donc pour ce film-là, Mon nom est personne, 1973, fabuleux, qui a commencé la carrière de Terence Hill, qui à l'époque s'appelle pas Terence, qui s'appelle toujours pas Terence Hill, qui ne s'est jamais appelé Terence Hill, mais qui avait décidé de s'appeler Terence Hill, et c'était son nom d'emprunt, et qui par la suite a fait Mon nom est Trinita, etc., que tu as dû sûrement voir si tu aimes les films de Sergio Leone. Il a continué ça, et finalement il s'est allié avec Bud Spencer dans Mon nom est Trinita, et ça a été les films de Terence Hill et Bud Spencer. Mais bref, Mon nom est personne, Terence Hill, Henry Fonda, 73, Tonino Valeri qui était le metteur en scène. Sergio Leone s'est auto-proclamé second metteur en scène et a re-réalisé, remis en scène plusieurs scènes qui avaient été déjà tournées par l'autre Tonino Valeri juste avant, donc il était hors de lui parce que quand il a vu au montage, il a dit mais j'ai jamais réalisé ça moi. Donc c'est ça, c'est pas terrible. Dernier film peut-être sur lequel je vais parler par rapport à Sergio Leone, c'est c'est comment, j'oublie tout le temps, Un génie, deux associés, une cloche. Un génie, deux associés, une cloche. 1975. Avec Robert Charlebois, yay, un Québécois. Super cool, un Canadien. Terence Hill, évidemment, et Miu Miu. Donc on voit une Française, un Canadien, un Québécois et un Italien qui se fait passer pour un Américain avec son nom. Et donc ça, pour moi, c'est un grand classique aussi, très drôle, très bien fait. Encore une fois, on reprend le personnage un peu de Mon nom et personne de Terence Hill. Vraiment, vraiment très très intéressant.
Donc c'est ça, j'ai vu après plein de choses diverses et variées sur l'univers de Sergio Leone et qui étaient vraiment intéressants. Notamment, il y a eu un clash à un moment donné avec Clint Eastwood. Il disait que Clint Eastwood n'était pas un très bon acteur, contrairement à Robert De Niro, qu'il aurait dû caster bien avant. Et puis finalement, avant sa mort, ils se sont réconciliés avec Clint Eastwood. Mais bon, ça reste le milieu du cinéma où les gens s'aiment et se détestent. Pour certaines personnalités fortes, comme je parlais tout à l'heure de Luc Besson et Tarantino. Autre anecdote peut-être quand même, je finirai peut-être là-dessus, mais autre anecdote quand même assez intéressante, la musique, je reviendrai et je terminerai là-dessus, a une place hyper importante dans l'univers de Sergio Leone. Et il y a deux films à noter. C'est pour quelques dollars de plus en 1965 et Il était une fois dans l'Ouest en 1968. On voit que pour quelques dollars de plus, le personnage, l'acteur qui joue le rôle de l'Indien, donc le méchant du film, a une montre à gousset qui fait de la musique, que Lee Van Cleef a aussi. Et cette montre-là, cette musique-là, est incorporée dans la musique du film, ce qui est absolument génial et monumental. Et dans Il était une fois dans l'Ouest, Charles Bronson, dont on ne connaît pas le nom, mais que un des personnages appelle l'harmonica, parce qu'il a un harmonica, il joue toujours le même air, et cet air-là revient aussi dans la musique d'Ennio Morricone. Et dernière chose sur la musique, c'est que Ennio Morricone, Sergio Leone avait demandé à Ennio Morricone à ce qu'il y ait des thématiques musicales par personnage. Donc quand tu regardes ces films-là, tu vois souvent un personnage qui est introduit par une variation de la musique principale de ce film-là qui revient tout le temps. Et ça fait l'univers du western spaghetti, l'univers de Sergio Leone plus particulièrement, et de tous ces westerns, qui sont pas très nombreux, là, mais qui sont quand même quelques westerns, qui pour moi sont juste des anthologies incontournables du cinéma, que tu dois connaître par cœur. Il faut que tu les connaisses par cœur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait Sergio Leone, qui, je le répète, est effectivement quelqu'un d'incontournable dans le milieu du cinéma, avec une carrière peut-être un peu trop courte. J'aurais aimé ça, voir ce dernier film-là qu'il a fait, The 900 Days, je sais plus, je l'ai cité tout à l'heure, The Siege of Leningrad. Ça aurait été sûrement intéressant. Mais pour moi, ça reste quand même ces quelques westerns qu'il a fait qui sont vraiment, vraiment des incontournables. Il était une fois en Amérique, c'est très bon, mais les westerns, il y a juste lui qui a fait ça. Après, il y a des gens qui ont essayé de le copier, mais ça reste que c'était pas Sergio Leone. Sergio Leone, c'est spécifique dans le western spaghetti, c'est hallucinant. J'adore ça. Comme tout le monde, j'imagine. Je peux pas imaginer quelqu'un qui aime pas ça, c'est impossible. Donc, pour le reste, je remercie encore Saber Racine d'avoir donné la suggestion et l'idée de faire une vidéo sur Sergio Leone, parce que, évidemment, c'est très bien. C'est un incontournable. Donc après, comme d'habitude, si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires, hein, toujours les commentaires sont bienvenus dans les commentaires. Un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. De ne pas oublier de t'abonner à la chaîne parce que évidemment c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis on se dit à la prochaine.